Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Focus sur un aspect de la crise congolaise, la controverse autour de la communauté Banyamulenge. Ces Congolais sont l'objet de l'amalgame, parfois de discrimination. Géopolis TV éclaire d'un jour nouveau le débat en donnant la parole à l'un de ces Congolais. À la une, également la route des poids lourds face à la pollution et l'insalubrité. Cette axe stratégique est couverte de eaux et de déchets issus de la production de la bière aux grandes dames des usagers de cette route. À l'international, le cours de l'or continue à grimper dans un contexte de volatilité. L'once d'or atteint la somme de 5 000 $. Bienvenue à tous. À Uvira, dans le sud Kivu, des pillages, œuvres des rebelles, ont été signalés dans plusieurs quartiers. La mairie intérimaire condamne fermement ces actes et appelle la population au calme en exigeant la restitution des biens volés. José Junior Owawa pour plus de détails. Uvira, dans la province du Sud Kivu, est sous tension. La mairie intérimaire dénonce du pillage attribué au mouvement rebelle du M23. Selon un communiqué officiel publié le 24 janvier, de biens publics et privés ont été pillés dans plusieurs quartiers de la ville. La maire adjointe intérimaire Kifara Kapenda Kiki condamne des actes qualifiés de criminels. Elle affirme que ces exactions ne resteront pas impunies. Les services de sécurité sont mobilisés pour protéger la population et rétablir l'ordre public dans la ville. La mairie appelle au calme. Elle demande Restons dans la même province, dans le territoire de Fizi plus particulièrement, pour vous faire savoir que les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de Point Zéro, une agglomération stratégique longtemps affectée par l'insécurité. Une avancée militaire saluée par les populations locales après le départ des forces rebelles. Encore une fois, José Junior Owawa. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de Point Kilométrique Zéro, une agglomération stratégique située dans les territoires de Fizi au sud Kivu. Selon le source local, cette reprise est le résultat d'une opération menée par les FARDC afin de rétablir l'autorité de l'État dans cette zone longtemps marquée par la présence de groupes armés. Point Zéro occupe une position stratégique servant de carrefour entre plusieurs axes de circulation et facilitant le mouvement dans cette partie du territoire de Fizi. Sa reprise vise à sécuriser les déplacements de population et de leurs biens sur le terrain. Les FARDC ont renforcé leur présence afin de consolider les positions reconquises et d'empêcher toute tentative de récupération par la rébellion. Cette avancée intervient dans un contexte sécuritaire toujours fragile dans le sud Kivu où l'armée congolaise poursuit des opérations de sécurisation dans les territoires de Fizi et d'Uvira. Du côté de la population, un soulagement prudent est observé. Les habitants espèrent que cette reprise militaire permettra un retour progressif à la normale et une amélioration durable de la sécurité dans la région. Les autorités militaires assurent que les opérations se poursuivront jusqu'au rétablissement total de la paix dans cette zone du sud de la province. Venons-en maintenant à cette problématique qui alimente le débat public en RDC. C'est la question de Banyamulenge qui continue de susciter passion et controverse. Pourtant, au-delà de discours et des amalgames, une réalité demeure. Les Banyamulenge sont des citoyens congolais par droit, par histoire et par engagement pour la patrie. Une évidence qu'il devient urgent de rappeler à l'heure où la division fragilise le front intérieur. C'est un éditorial signé Willy Kalengai rendu par Don Momat. Le Banyamulenge sont des Congolais, ni par tolérance, ni par concession, mais par droit, par histoire et par sang versé pour la patrie. Le rappeler à cette évidence n'est pas un acte militant,
C'est un devoir républicain à une époque où la confusion, l'amalgame et la manipulation prospèrent sur la douleur des communautés. Depuis des années, le Banyamulenge subit une double peine, la discrimination à l'intérieur et l'instrumentalisation de l'extérieur. D'un côté, des discours injustes, parfois haineux, qui les désignent collectivement comme suspects, de l'autre, des forces étrangères qui exploitent leurs souffrances pour fabriquer des narratifs de persécution et justifier des agendas hostiles à la République démocratique du Congo. Pourtant, l'histoire est têtue. Les Banyamulenge ont été braves dans la défense de la patrie, présents dans le rang de ceux qui ont protégé l'intégrité territoriale, souvent dans le silence, parfois au prix de lourds sacrifices. Leur loyauté ne s'est pas proclamée dans des communiqués, elle s'est exprimée sur le terrain, là où la nation se défend réellement. Assimiler une communauté entière aux crimes de groupes armés ou aux manœuvres de puissances extérieures est non seulement injuste, mais profondément dangereux. Cela fracture la nation, affaiblit le front intérieur et offre exactement ce que recherchent les ennemis du Congo, un pays divisé contre lui-même. Il faut le dire clairement, le Banyamulenge ne sont pas un outil géopolitique, pas plus qu'ils ne sont un bloc homogène, manipulable à merci. Ils sont des citoyens congolais avec des droits, des devoirs et une pluralité de voix. Les réduire à une identité instrumentalisée, c'est leur nier leur humanité et leur citoyenneté. Face à cette réalité, la seule réponse responsable est la solidarité nationale, une solidarité lucide qui combat les discriminations sans fermer les yeux sur les tentatives d'infiltration et de récupération. Une solidarité qui unit au lieu d'accuser. La République démocratique du Congo ne gagnera ni par l'exclusion ni par l'amalgame. Elle se renforcera en assumant une vérité simple: aucune communauté ne doit être abandonnée, aucune ne doit être instrumentalisée et toutes doivent être protégées. Le Banyamulenge mérite cette justice. Le Congo a besoin de cette unité. À propos justement des Banyamulenge, suivez le président de cette communauté dans le Haut-Katanga, Nganza, Daniel Cédric. Il a été reçu dans l'émission Chemin Critique présentée par Willy Kalengai. C'est très malheureux, c'est très malhonnête d'ailleurs, parce que ça enfreint même le principe du droit international. Un pays ne peut en aucun cas gérer les problèmes dans un autre pays. Parce que nous avons des blocs régionaux, nous avons l'Union africaine, nous avons beaucoup d'organisations qui sont aptes à gérer ces genres d'incidents. Si jamais il y en avait, ce n'est pas au Rwanda de venir. Ici au Congo, nous avons plusieurs réalités pareilles. Au Katanga, là où nous sommes, nous avons des tribus du Katanga qui sont en Zambie et au Katanga. Vous allez me dire que demain, s'il y a un problème... les Babemba, par exemple. Que les Babemba, par exemple, que les Zambiens vont venir au Congo pour sauver les Babemba. Ça, c'est un prétexte. Et je pense que c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ici. C'est vraiment un prétexte. Ça n'a jamais été pour aider les... Peut-être qu'on va y arriver. Hein. Nous sommes aujourd'hui, nous, les Banyamulenge, victimes du Rwanda directement. Pourquoi? Parce que le Rwanda finance des groupes armés au Rwanda, les envoie dans les hauts plateaux, recrutent certains Maï-Maï dans leur jeu. Ils ont décimé tous les villages Banyamulenge. Ils ont tué des femmes. Nous avons des photos qu'on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux. Ils font ça pourquoi? C'est maintenant que nous comprenons. Quand le Rwanda finance ce désastre dans les hauts plateaux, c'est pour demain venir dans les Nations Unies dire que c'est le gouvernement congolais qui est en train de tuer. Mais ce qui est un peu déplorable, c'est qu'on a eu des informations vérifiables que quand ces raids Tabara que le Rwanda a formés, traversés pour aller, c'était avec l'appui des autorités de la RDC. Et c'était en 2015. Donc vous comprenez que ce problème que nous avons ne commence pas avec le président Tshisekedi. Ça commence même pas avec Kabila, ça commence depuis avant. Mais on a des informations documentées, comment les services de renseignement à l'époque collaboraient avec le Rwanda pour les faire passer. Et aujourd'hui, ce sont ils allument le feu et aujourd'hui, ils viennent pour se présenter comme des pyromanes. Et puis, face à la recrudescence de la spoliation foncière, les autorités judiciaires et gouvernementales ont décidé de resserrer les rangs. À l'initiative du premier président de la Cour de cassation, Domba Kabea, une réunion
interinstitutionnelle s'est tenue à Kinshasa afin de définir une stratégie commune pour éradiquer le phénomène dit folio qui menace aussi bien les propriétés de l'État que celles de particuliers. Gigi Nende. Sous l'impulsion du premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, une réunion interinstitutionnelle s'est tenue le mardi 27 janvier au siège de cette haute juridiction. Cette rencontre visait à élaborer une stratégie commune pour lutter efficacement contre la spoliation des biens immobiliers de l'État et des particuliers connus sous le nom de phénomène folio. Plusieurs autorités de premier plan y ont pris part, notamment le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro, ainsi que la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele, des hauts magistrats de la Cour de cassation et des juridictions civiles, des représentants du barreau, des greffiers, des CTI et des experts du secteur foncier et judiciaire ont également participé aux échanges. Selon le premier président de la Cour de cassation, la disparition du phénomène folio est possible à condition que tous les services concernés agissent de manière coordonnée sur la base d'un référentiel clair et strictement défini, garantissant une meilleure efficacité des interventions. Les participants ont salué cette initiative et ont appelé à la mutualisation des efforts tout en recommandant la mise en place d'un cadre permanent de concertation. À cet effet, ils ont proposé la création d'une commission permanente chargée d'assurer le suivi des décisions prises et de renforcer durablement la lutte contre la spoliation foncière. Cette démarche traduit la volonté des autorités judiciaires et gouvernementales de sécuriser le patrimoine foncier, de rétablir la confiance des citoyens envers les institutions et de mettre un terme aux pratiques frauduleuses qui portent atteinte à l'état des droits. L'impact de la désinformation sur les dynamiques de paix, c'est le thème d'un atelier organisé à Kinshasa en faveur de journalistes. L'atelier consacré au fact-checking, cette capacité de vérification des faits et d'information avant toute publication, était une sensibilisation pour lutter contre la désinformation, ces fake news qui empoisonnent la société. Suivez. C'est une initiative de Baloba Kitchek, une organisation de lutte contre la désinformation à laquelle a été associé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya a salué l'initiative portée aussi par l'Union européenne. Selon Mouyaya, la lutte contre la désinformation est inscrite dans les priorités stratégiques du gouvernement pour l'année 2026. Le ministre, porte-parole du gouvernement, fait savoir que parfois les citoyens les plus honnêtes se retrouvent acteurs de la désinformation. Les partageant dans les réseaux sociaux, ils propagent ainsi involontairement ces poisons. Patrick Mouyaya estime que la prolifération des informations inexactes vise essentiellement à s'aimer la division et la confusion au sein de l'opinion publique, d'où selon lui la pertinence de former les journalistes et les acteurs des médias. Organiser un atelier de ce type à l'intention des journalistes est une réponse appropriée. Plus il y aura des personnes habilitées à comprendre le circuit de l'information dans le contexte actuel, plus nous serons capables de lutter efficacement contre la désinformation, a-t-il souligné. Mouyaya a également insisté sur la nécessité de privilégier l'éducation aux médias plutôt que des mécanismes de censure. Il faut faire un choix, soit celui de la censure radicale, soit celui plus responsable d'initier nos jeunes à l'éducation aux médias en leur donnant des outils qui leur permettent de reconnaître les fausses informations et d'y apporter des réponses immédiates, a-t-il expliqué. Abordant la célébration prochaine de la journée internationale du fact-checking prévue au mois d'avril, le ministre a lancé un appel en faveur du renforcement du journalisme de vérification en RDC. Et puis, je l'avais annoncé en titre, la route des poids lourds vers le port et l'arrêt Selco à Kinshasa fait face à un sérieux problème d'insalubrité. Des eaux stagnantes dégagent des odeurs nauséabondes affectant la mobilité et le quotidien des usagers de cet axe stratégique. Didier Ilunga est dans mon mat pour le reportage.
Difficile d'emprunter la route poids lourd sans que les narines soient agressées par une odeur nauséabonde persistante. Depuis plusieurs mois, une eau stagnante s'échappe d'une tuyauterie appartenant à une brasserie installée dans les environs, transformant cet axe stratégique en véritable foyer d'insalubrité. Située à proximité immédiate d'un port à forte activité humaine, cette route est quotidiennement fréquentée par des camions, des travailleurs et des riverains, aujourd'hui excédés par une situation qui ne cesse de se dégrader. Les riverains pointent du doigt la société Bralima qu'ils accusent d'être à l'origine de leur calvaire. Ils interpellent ainsi les autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée. Bama nyonso ya salite botaka nde tozo vivre se bato bako vivre botoza ba nyama ou bien toza batu président na biso azali na bomo ya kufite mais pona ni tozo nyokwama bazu la biso solution ya mai oyo gouvernement ka solution ayeba ni na kosala pone sika oyo. De son côté, le responsable du port exprime lui aussi son ras-le-bol. mai oyo umeli makasi Bralima azana possibilité ya ko canaliser mai na ye facilement parce que azana moyen. Mais abeta na ekara parce que amona que l'autre côté ba bakenda kuna so ba ke ba corrompre bango ba pesi enveloppe ba kei et pourtant ezabo na enveloppe te bazo boma mboka na biso prince ezo beba ezoti mwama donc batu bazo le kamala muté mitu kezo le kamala muté à cause ya mai na ye azana batio na ye esengeli a canaliser batio wana ndenge zalaki na kala atiango batio eleki na se ya mabele. Il convient de souligner que cette eau stagnante s'étend sur la chaussée, pourtant récemment réhabilitée. Faute de solutions définitives, l'eau est rapidement revenue, commençant déjà à endommager la route. Pire encore, automobilistes, motards et piétons sont contraints de rouler ou de marcher au pas pour éviter les éclaboussures, prolongeant ainsi leur exposition à un air devenu irrespirable. Un calvaire lent, pénible et quotidien au cœur d'un axe pourtant stratégique pour la ville de Kinshasa. À Kinshasa, justement, se déplacer est devenu un parcours de combattants. Chaque jour, de millions de Kinois font face à des routes engorgées, des transports informels désorganisés et des risques permanents pour leur sécurité. Pour tenter de reprendre le contrôle, le gouverneur Daniel Bumba a mis en œuvre plusieurs mesures de régulation de la circulation. Objectif, remettre de l'ordre, mais sur le terrain, ces décisions divisent encore. Analyse des GGN. Kinshasa étouffe. Dans une ville où la population croît plus vite que les infrastructures, la mobilité est devenue un défi majeur. Embouteillages interminables, accidents fréquents, désordres routiers, la circulation n'est plus seulement un problème de confort, mais un véritable enjeu de sécurité publique. C'est dans ce contexte que les autorités provinciales ont décidé d'agir. Pour le gouverneur Daniel Bumba, il n'était plus possible de laisser perdurer un système chaotique qui ralentit l'économie, complique l'accès aux services d'urgence et fragilise l'autorité de l'État sur l'espace public. Sur le principe, la nécessité de réguler fait consensus. Mais dans la pratique, les mesures prises ont un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Chauffeurs de transport en commun, vendeurs ambulants, travailleurs informels, pour beaucoup, se déplacer, c'est aussi survivre. Plusieurs citoyens dénoncent une mise en œuvre jugée brutale, parfois sans explication suffisante ni période d'adaptation. Là où l'État parle de réforme, certains usagers ressentent une contrainte supplémentaire, voire une sanction. Autre inquiétude, le risque d'exclusion. Sans alternative crédible, transport public structuré, voies dédiées fonctionnelles, informations claires, les plus vulnérables pourraient être les premiers pénalisés. Le défi est donc double, rétablir l'ordre tout en construisant l'adhésion, car une politique de mobilité ne peut réussir que si elle est comprise, expliquée et ajustée aux réalités du terrain. À Kinshasa, l'urgence à imposer l'action reste désormais à améliorer l'exécution, corriger les accès et inscrire ces mesures dans une vision durable où se déplacer rime avec sécurité, dignité et équité. La question de la santé mentale en Afrique reste encore peu abordée au sein des communautés malgré son importance et sa réalité bien établie. Elle devient un enjeu majeur dans un contexte marqué par la guerre.
Pour mieux comprendre et appréhender les mécanismes psychologiques, Géopolis Télévision a rencontré le docteur Mviri Jardel, psychologue clinicien au centre de traitement ambulatoire de Brazzaville. Il apporte son éclairage au téléphone de Chouchou Kaoa. Les problèmes de santé mentale commencent par s'apaiser par l'expression, déjà exprimée. Avoir du soutien mental, du soutien émotionnel, affectif, c'est les premières solutions. Après, quand on a le soutien au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau même professionnel, ça fait que pendant qu'on sera en difficulté, il y a quand même un soubassement sur lequel on peut se baser. Maintenant, il y a aussi la fragilité que certaines personnes vont afficher, question de guerre ou pas, mais depuis leur éducation, depuis leur bas âge, les parents doivent faire un effort de donner une éducation quand même saine aux enfants. C'est l'éducation qui va faire que les enfants soient des adultes beaucoup plus équilibrés sur le plan affectif, émotionnel et psychologique. Et cet équilibre-là peut déjà faire que quand on se retrouve dans des difficultés comme dans les temps de guerre, de pouvoir tenir un peu fort. Mais après, il y a toujours aussi le côté inné, c'est-à-dire qui ne dépend pas forcément de l'environnement, mais que la personne vient avec. Et ce sont des personnes qui sont qui sont naturellement fragiles, devraient s'appuyer à l'entourage, sur l'entourage, s'appuyer sur les gens avec lesquels eux, ils peuvent se partager. Et quand ils sont vraiment en mal, savoir demander de l'aide. De l'aide commence par l'entourage, mais plus loin, ça va jusqu'aux soignants. En sport, la Confédération africaine de football a officiellement rendu publiques les sanctions disciplinaires à la suite des incidents survenus lors du match opposant le Maroc au Sénégal. Et si le Maroc et le Sénégal ont été lourdement sanctionnés, l'instance fêtière de football continental a officiellement blanchi Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais de cette finale. Blaise Kouzola pour plus de détails. La Confédération africaine de football a récemment rendu son verdict concernant le polémique entourant l'arbitrage de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Sénégal au Maroc. Après une enquête approfondie et un examen détaillé de l'ensemble des décisions prises lors du match, la CAF a officiellement levé tout le soupçon pesant sur l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala. Selon l'instance continentale, aucune irrégularité n'a été constatée dans le déroulement de la rencontre et toutes les décisions d'arbitrage ont été conformes aux lois du jeu. Cette annonce met ainsi un terme définitif aux interrogations sur la responsabilité d'Ndala dans le moment clé de cette finale très disputée. La finale, remportée par les Sénégal 1-0 après prolongation, avait été particulièrement tendue et marquée par plusieurs épisodes controversés. Les critiques médiatiques et sportives avaient été nombreuses, ciblant notamment certaines décisions de l'arbitre qui avaient semblé, à première vue, influencer les cours du match. Ces polémiques avait rapidement enflammé les réseaux sociaux et les débats dans le monde du football africain. Certaines séquences avaient été jugées litigieuses par les observateurs, contribuant à un climat de méfiance autour de l'arbitrage. Toutefois, l'analyse minutieuse de la CAF, basée sur les vidéos, les rapports officiels et les témoignages, a confirmé que Jean-Jacques Ndala avait appliqué les règles avec impartialité et professionnalisme. En parallèle, bien que l'arbitre principal soit blanchi de toute responsabilité, la CAF a décidé d'infliger des sanctions importantes aux deux équipes finalistes. Ces mesures concernent divers comportements jugés antisportifs survenus tant sur le terrain qu'en dehors. Parmi les décisions prises figurent les amendes et des suspensions pour certains joueurs et membres du staff, ainsi que des avertissements formels aux fédérations concernées. Ces sanctions reflètent la volonté de la CAF de maintenir une discipline stricte et de promouvoir le fair play lors des compétitions africaines, tout en rappelant aux équipes que des comportements inappropriés ne seront pas tolérés même lors de matchs à fort enjeu. Ainsi, si la controverse sur l'arbitrage de la finale de la CAN est officiellement close pour Jean-Jacques Ndala, la CAF rappelle que la vigilance et le respect des règles restent essentiels pour toutes les parties prenantes du football africain. La décision constitue un signal fort. L'arbitrage respectueux des lois du jeu sera toujours défendu, tandis que le comportement antisportif continueront de faire l'objet des sanctions. Place à présent à la page internationale. En
En Éthiopie, comme dans la majorité des pays africains, d'Afrique subsaharienne particulièrement, la problématique des pertes post-récolte se pose toujours avec acuité. Face au manque à gagner, le pays mise sur le renforcement des infrastructures de stockage. Suivez. En Éthiopie, un nouvel entrepôt de stockage frigorifique consacré exclusivement aux fruits, légumes et produits d'origine animale a été inauguré le mardi 27 janvier à Addis Abeba, selon les informations relayées par le média local Fana Media Corporation. Ce projet, qui a mobilisé un investissement total de 1,7 milliard de birrs, est l'œuvre de l'Ethiopian Trading Business Corporation, entreprise publique chargée d'approvisionner les marchés locaux en produits agricoles et industriels sélectionnés issus de sources locales et internationales. Basée sur un site de 1,14 hectares à Akaki Kaliti, l'infrastructure comprend un vaste complexe de chaînes du froid ainsi qu'un bâtiment multifonctionnel de 10 étages destiné à appuyer des opérations commerciales et logistiques intégrées. Selon le ministère du Commerce et de l'intégration régionale, elle dispose d'une capacité de stockage de plus de 2000 tonnes de fruits et légumes ainsi que 1000 tonnes de produits animaux. Dans un rapport publié en 2024, le ministère de l'Agriculture révélait par exemple que les pertes post-récolte ont concerné 38% de la production annuelle de fruits et légumes en Éthiopie entre 2017 et 2021, générant un manque à gagner estimant à 21,35 milliards de birrs par an sur la période considérée. Au-delà des pertes économiques, ce phénomène constitue également un facteur d'insécurité alimentaire. Entre incertitude économique et tensions géopolitiques, le prix de l'or continue de monter. Dans un contexte de volatilité accrue, le cours du métal jaune a atteint pour la première fois la barre de 5 000 $ l'once cette semaine. Gigi Nende pour plus de détails. Le prix de l'or a de nouveau accéléré, établissant un nouveau record au-dessus de 5 500 $ l'once dans un contexte de faiblesse persistante du dollar américain et d'incertitudes économiques et géopolitiques. Cette progression, intervenue après le franchissement du seuil symbolique de 5 000 $ l'once en début de semaine, s'inscrit dans la continuité de la dynamique haussière de 2025, une année marquée par 53 records historiques selon le World Gold Council. Dans un rapport consacré aux tendances de marché publié ce jour, l'organisation londonienne attribue les fortes hausses de l'année écoulée à une demande record de 5002 tonnes d'or. Cette tendance reflète à pourtant l'intérêt soutenu des investisseurs pour le métal jaune comme valeur refuge face aux incertitudes persistantes à l'échelle mondiale. Depuis le début de l'année, ce sont ainsi ces mêmes dynamiques qui se poursuivent. L'indépendance de la réserve fédérale américaine constitue un facteur d'incertitude ayant contribué à la hausse des prix de l'or ces derniers mois, dans un contexte où le président Donald Trump multiplie ses critiques envers la gestion de l'institution. Parallèlement, de nouvelles tensions géopolitiques continuent d'émerger, notamment en Iran, où les discussions autour d'une possible intervention militaire américaine alimentent les débats. Selon les plateformes trading économiques, les records affichent déjà un gain de 27% depuis début 2026, après avoir enregistré une croissance de 67% l'année dernière, alors que le World Gold Council table toujours sur des prix élevés et persistants. Pour le compte de cet exercice, ces dynamiques sont probablement surveillées de près par les producteurs aurifères africains, notamment par les États hôtes qui continuent d'ajuster leur système fiscal pour tirer profit de cette progression. Avant le Zimbabwe ou le Ghana, plus récemment, c'est notamment le Burkina Faso qui s'est distingué dans ce domaine depuis 2025, alors que les redevances aurifères étaient auparavant plafonnées à 7% pour tout prix supérieur à 2 000 $ l'once. Un nouveau taux de 8% a été introduit pour un prix de 3 000 $ l'once, avec une augmentation automatique de 1% pour chaque hausse supplémentaire de 5 000 $. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse sélectionnée et commentée par Domomat.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Forum des As revient sur la sortie très attendue du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a livré mardi 27 janvier une mise au point ferme et sans détour sur la question du dialogue au cœur des débats liés à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le quotidien souligne que le ministre a tracé une ligne de démarcation claire, affirmant que les dialogues ne sauraient être confondus avec la complaisance. Patrick Mouyaya s'interroge sans embâche. Comment s'asseoir pour parler de paix avec ceux qui sont complices du mal, dénonçant des réseaux accusés de soutenir l'agression, de propager la désinformation ou de participer à des actes hostiles contre la RDC, notamment par des restrictions de liberté et des campagnes de mensonges. La référence plus met l'accent sur l'enjeu économique du conflit dans l'est du pays. Depuis le 18 janvier, écrit la consoeur, les rebelles du M23 ont quitté la ville d'Uvira, mais la mine de Roubaïa, un peu plus à l'ouest, est toujours aux mains de ces hommes. Le site de Roubaïa représentait officiellement un peu plus de 15% du minerai mondial avant sa prise par le M23 en 2024, un chiffre jugé sans doute en deçà de la réalité. Jean-Pierre Okenda, directeur de l'ONG La Sentinelle des ressources naturelles, parle du poumon de la production du coltan au Congo, soulignant l'importance du secteur informel, un poumon qui rapporte de l'argent. Selon Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège, il nourrit le rebelle du M23 et en partie l'économie du Rwanda. Des accusations rejetées par Kigali, le Rwanda de Paul Kagame niant toute appropriation de minerais congolais et toute présence militaire au Congo. Le journal, quant à lui, rapporte une décision administrative à Lubumbashi. La mairie a interdit les manifestations publiques pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de préservation de la tranquillité publique. La maire adjointe, Jos Tunda, prévient que tout contrevenant s'exposera à des poursuites et aux sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur. Africa News, de son côté, met en lumière une décision judiciaire qualifiée d'emblématique dans la lutte contre la corruption et l'impunité en RDC. 3 magistrats et un riche commerçant ont été condamnés à de lourdes peines pour corruption dans une affaire de tentative de viol à Kalemi. Le fait remonte à décembre 2025 et concerne le commerçant Kafwimbi Kiwele, poursuivi pour des faits présumés commis sur sa belle-fille. Après un acquittement en première instance, la cour d'appel de Kalemi avait prononcé une peine de 6 mois de servitude pénale avec assignation à résidence, une décision jugée non conforme à la loi par le ministère public. Cette décision a conduit à des poursuites contre le magistrat soupçonné d'avoir été corrompu pour alléger la peine de l'accusé. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Focus sur un aspect de la crise congolaise, la controverse autour de la communauté congolaise de Banyamulenge. Ces Congolais sont l'objet de l'amalgame et parfois de discrimination. Geopolis Télévision a éclairé d'un jour nouveau ce débat en donnant la parole à l'un des leurs. À la une également, vous l'avez suivi, la route de poids lourds face à la pollution et à l'insalubrité. Cet axe stratégique découverte des eaux et des déchets issus de la production de la bière aux grandes dames des usagers. À l'international, vous l'avez suivi, les cours de l'or continuent à grimper dans un contexte de volatilité. L'once d'or a atteint la somme de $5 000. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez été nombreux à le suivre du côté de Massina dans le quartier Mapela. Merci de votre fidélité. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.